quelqu'un qui vient te voir et qui te dit je suis freelance, mon activité est au point mort, je ne sais plus comment faire pour me démarquer face à la concurrence, je ne sais plus quel chemin emprunter. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire en première, qu'est-ce que tu pourrais lui recommander comme premières étapes si on imagine un processus par étape, qu'est-ce que tu pourrais lui proposer pour qu'il se remotive davantage, qu'il soit reboosté et qu'il croit en son projet? Ouais. Il y a différentes choses, mais là, il y a quelque chose que j'ai accroché dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as parlé de motivation, pour qu'il se remotive. Ça me permet juste de faire une petite parenthèse sur la motivation versus la discipline. Parce que la motivation, c'est la partie qui est facile, qui est intéressante. C'est quand on a l'énergie intrinsèque d'accomplir quelque chose. Par contre, cette motivation-là, c'est pas permanent, c'est pas constant, ça change, c'est variable et c'est là où la discipline entre en jeu. La discipline, c'est quand on continue de faire quelque chose quand la motivation n'est plus. Et c'est dans la discipline qu'on trouve le résultat. Donc, j'essaierai d'abord de voir, OK, qu'est-ce qui te motive? C'est quoi tes motivations? C'est quoi tes objectifs? Puis après ça, qu'est-ce que tu mets en place pour les accomplir? Là, on va parler de discipline. Comment tu organises ton temps? Comment tu organises tes tâches? C'est quoi ta to-do? Comment tu la disperses? Et là, on va se faire un plan de match. Et à partir de là, il y aura des actions à prendre, même si c'est difficile, même s'il y a la discipline qui est en jeu. Donc ça va être important. Puis j'ai envie de dire aussi, la discipline, c'est un muscle qui se travaille au quotidien et souvent, une façon d'y accéder, c'est justement de faire des choses qui ne sont pas nécessairement en lien avec notre travail, qui développent notre discipline, que ce soit dans une routine de workout, quelque chose au niveau de l'alimentation, la routine du matin, mettre en place une discipline dans sa vie personnelle. Déjà, ça nous fait sentir, ça développe notre estime de soi et la confiance en soi. On est capable déjà de gérer sa routine personnelle, sa routine du matin ou sa routine du soir, peu importe. Donc, si on est capable de faire ça, on est capable finalement d'appliquer une discipline dans tout. Oui, exact. Ça part de là aussi, nourrir la confiance en soi, partir avec un oui, partir avec un accomplissement. Je travaillerais beaucoup le fait et la discipline pour créer un climat idéal dans la vie de quelqu'un. C'est quelque chose que j'ai mis en place quand moi j'ai quitté la vie corporative pour me lancer dans ma pratique thérapeute 100%. C'est un saut dans le vide, parce qu'on me dit que ça prend 3 ans, 4 ans, créer une pratique récente. Ça fait pas 1 an, je vis de ça. J'ai changé ma routine du matin complètement. Je suis une lève-tôt, c'est pas moi du tout. Là, je me lève à 6 heures du matin, je fais mon yoga, je fais ma méditation, j'ai ma routine d'alimentation, tout ça. Je regarde là parce que mes trucs sont là. Je bois pas d'alcool, c'est un choix. Du focus, je me sens en pleine possession de ma santé, de mes moyens. Tout ça, ça a mis en place une grande confiance en moi, puis une croyance que je suis capable de tout accomplir. Ça fait pas 1 an, je vis de ma pratique. Donc, je ne dis pas que c'est une recette, mais il y a quelque chose qui se crée à l'intérieur de nous quand on met ces ingrédients-là. Mais les doutes nous habitent tous, hein. Par contre, c'est pas quelque chose... c'est ça, je dis pas qu'il n'y a pas de doute, qu'il n'y a pas de moment de démotivation. J'ai été malade dernièrement. C'était dur, là. C'est pas toujours simple. C'est pas qu'on se tape sur la tête non plus. De dire, je devrais toujours être. Il faut aussi se permettre de vivre. Oui, je suis d'accord sur le fait qu'il faut accepter que parfois, c'est OK d'avoir des moments justement de baisse de motivation, de se dire que ce qu'on est en train de faire, parfois, on sait que moi, ça m'arrive de me dire, bon, là, ces 2 derniers mois, j'ai pas proposé des contenus ultra révolutionnaires ou en tout cas qui m'ont apporté vraiment
où je me dis, ouais, là, j'ai charbonné, ma créativité, elle est au max et je suis pleinement fière de ce que j'ai proposé. Je vais avoir proposé un contenu qualitatif parce que c'est pour mes clients et que je veux les satisfaire. Mais parfois, ça arrive de pas être au top de sa forme, même dans la création de ses contenus, dans son business. Enfin, voilà, ça s'applique à plein de choses. Et oui, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut pas s'auto-flageller et se dire, et après culpabiliser. Il faut aussi apprendre à prendre un petit peu de recul sur chaque situation et se dire, bon, là, ok, je suis dans un moment de down, c'est pas évident. Qu'est-ce que justement je vais mettre en place pour en sortir? Oui, exactement, exactement. Tout à fait. On n'est pas des machines. Oui, on n'est pas des machines. J'adore cette phrase. Parce que souvent, elle est utilisée dans le travail. Moi, je me souviens quand j'étais salariée, on me disait beaucoup, je suis très rapide dans la rédaction de certains de mes contenus, et on me disait beaucoup, wow, va, t'es une machine. Et pendant des années, j'ai pris ça comme un compliment. J'ai pris ça vraiment comme un compliment, jusqu'à ce qu'une amie me dise, mais en vérité, on n'est pas des machines. Et elle était en phase de burn-out. Et en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais oui, en fait, on prend la phrase, enfin, j'ai pris pendant des années la phrase dans, c'était le mauvais côté du problème finalement, enfin, en tout cas, de ce qu'on me disait. Moi, j'estimais que c'était quelque chose de positif parce qu'on me disait, ouais, va, t'es une machine, t'es rapide. Mais en fait, ça n'allait pas parce qu'on me donnait toujours plus de travail parce que on pensait que forcément j'allais vite, donc je pouvais brasser encore plus de travail. J'accumulais, et ce qui aurait pu finalement chez moi entraîner un burn-out. Et c'est mon ami qui m'a dit non, Ava, tu n'es pas une machine. Mhm. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça finalement aussi d'avoir cette vision-là, elle est super intéressante. Mhm. C'est drôle que tu me dises ça ce matin parce que je parlais de toi avec une amie récemment. Puis je disais à quel point j'aimais ça travailler avec toi. J'ai nommé, Ava, elle est efficace. Tu sais, puis elle travaille bien. Puis ça fait partie de tes qualités. Ça fait partie de ce que tu offres. Mais c'est ça, j'aime ça que tu ne perdes pas de vue ton humanité. Tu sais. Oui. Oui, il y a ça, c'est ce que j'offre, mais il y a des fois où c'est peut-être moins au rendez-vous, puis c'est correct aussi, tu sais, parce que sinon les gens vont t'en donner, puis t'en donner, tu sais. Donc, oui. Et on a tendance parfois à l'oublier, justement. Donc, c'est bien de se recentrer et d'accepter surtout que parfois, bon, bah voilà, moi, ça m'est arrivé justement, de ne pas trouver de clients à mes débuts. Encore aujourd'hui, parfois, j'aimerais travailler avec un client, je galère. Quand on est freelance, c'est toujours le même problème. Là, dans cette formation, je donne les clés pour y parvenir, mais c'est vrai que c'est OK aussi d'accepter qu'il y a des phases où on n'est pas toujours au top. C'est OK d'accepter que ça va pas bien, mais c'est aussi OK de perdre des clients. Une fois qu'on en a trouvé, ça arrive d'en perdre et ça ne fait jamais plaisir, mais il faut aussi accepter que c'est le jeu et on peut finalement se préparer en amont pour faire en sorte finalement, en tout cas, maximiser les chances en ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier et en se disant, bon, j'ai quand même d'autres contrats, je vais essayer de combler finalement le manque avec cette perte et aussi de ne pas m'auto-flageller tout de suite, d'être dans la culpabilité, à me dire j'ai perdu mon contrat, est-ce que c'est de ma faute? Voilà. Quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui arrive et qui te dit bon, bah voilà, j'ai perdu un client, j'ai sûrement fait n'importe quoi. Mmh. C'est intéressant, j'ai sûrement fait n'importe quoi. Est-ce que ça se peut que ce soit notre narratif qui nous fait croire ça? C'est d'abord parce qu'il y a un sentiment de perte. Et on a comme besoin de l'expliquer par quelque chose, la perte. Ah, c'est sûrement parce que j'ai pas bien fait, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et là, on sort le fouet. Mais c'est Ouais. pas Et voilà, complètement. l'observation objective, j'ai perdu un client. Est-ce que ce client-là m'a nommé une raison? Est-ce qu'il m'a dit, Ava, c'est pour telle et telle raison, ou on n'a pas de travail ces temps-ci? Là, des fois, il nous dit, on a moins de travail ces temps-ci, puis on ne le croit pas. Ah, ça doit pas être ça doit être parce que je travaille pas bien, puis il n'ose pas me le dire. Mais il t'a dit qu'il y a moins de travail ces temps-ci. Point. Donc, il faut l'accepter. Point. Oui. Il n'y a pas autre chose à accepter, c'est ça qui t'a nommé. T'sais? Donc là, notre discours mental peut nous faire croire autre chose, puis avec ça, on s'en sert pour se faire du mal. Donc, d'abord, s'en tenir aux faits. Ensuite, ben, ce sont des choses qui arrivent. Comment je peux m'y préparer? Est-ce que pour moi, ça me met en situation financière
insécure. OK. Mm. Comment je peux m'y préparer? Est-ce que c'est plutôt l'émotion que ça me fait vivre que je trouve difficile? OK, comment je peux m'y préparer? C'est un métier qui engendre des fois des pertes, des gains, des pertes, Oui. des changements. C'est cyclique, j'ai envie de dire. Complètement. L'entrepreneuriat est cyclique. Donc, il faut faire face à ces moments qui parfois ne font pas plaisir. Oui, exact. Mais je trouve le pire arme dans tout ça, c'est nous. C'est ce qu'on se fait vivre avec l'échec. On se rajoute, c'est le syndrome de la deuxième flèche. Je reçois une flèche, mais pour être sûre, je m'en envoie une autre. Puis là, je me fais vivre la culpabilité. J'adore cette métaphore, elle est géniale. C'est pas C'est vrai, le syndrome de la deuxième flèche, j'aime beaucoup. Oui, mmh, c'est vrai. mmh. On essaye de chercher des choses, on se dit non, c'est pas possible, il y a forcément quelque chose derrière. Et c'est vrai que ça s'applique à beaucoup de situations. Oui, c'est pas nécessaire. Quels seraient tes conseils en termes de justement projection quand on veut pérenniser son business, quand bon, ça commence à décoller, ça marche plutôt, on a des clients, etc. Quels conseils tu donnerais pour justement rester focus surtout et garder ce mindset, en tout cas d'équilibre, pour pouvoir pérenniser son business? Ben, je reviendrai sur la discipline, s'assurer que j'ai mis en place dans ma vie une capacité et une discipline qui va m'aider à atteindre mes objectifs quand la motivation va manquer, parce que ça va arriver. Donc, première des choses. Deuxième des choses, de nommer les objectifs, donc se préparer, les définir nos objectifs, 3, 6 mois, 1 an, et le plus précisément possible, le plus clairement possible. J'ai besoin de générer combien cette année? Ça représente combien de clients? Ça représente combien de contrats? Ça représente combien par semaine, par mois? Ça représente, donc, vraiment de le définir, de le comparer avec nos capacités de rendement. Bon, mais j'ai besoin de temps pour vivre, mais je suis capable d'écrire pour tant. Bon, est-ce que je peux faire des ateliers? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je charge assez cher? Est-ce que je charge trop cher? Donc, tu sais, vraiment Oui, les tarifs, c'est un sujet. c'est important, tu sais. Quelquefois, on veut prioriser la quantité sur la... Donc, je vais avoir plusieurs clients, mais je vais générer moins. Peut-être que j'ai besoin d'avoir moins de clients, puis générer plus. Donc, une fois que j'ai déterminé mes objectifs, je peux déterminer mon parcours, tu sais, pour y arriver. Celui qui a plus de sens avec moi, ma réalité. J'ai des enfants, j'ai pas d'enfants, j'ai du temps, j'ai pas de temps. Donc, tout ça, ça fait partie des variables à considérer. Oui, j'aime bien poser la question, quel est ton mantra et quel est éventuellement celui que tu recommandes? Moi, mon mantra dans ma vie personnelle et professionnelle, celui qui me vient est en anglais, OK? Ça dit When there's a will, there's a way. Donc, quand il y a un objectif, un but, il y a un chemin. Ça, j'y reviens souvent à ça parce que c'est quelque chose, on dirait que je suis émotive à le dire. Souvent, on peut porter l'insécurité des autres sur nos épaules, les peurs des autres sur nos épaules. Si j'avais écouté les gens autour de moi, je ne me serais pas lancée de cette façon-là dans ma pratique. Je me serais sécurisée comme il faut avant. Mais ce n'était pas mes peurs à moi. Je savais que je pouvais y arriver. Donc, quand je me ramène à When there's a will, there's a way, ça me remet dans ma responsabilité, ça me remet dans mon pouvoir. J'ai ce pouvoir-là. Je sais qu'il y a des façons, je sais qu'il y a un chemin et j'en suis responsable. Donc, c'est là où je ne veux pas perdre de vue le pouvoir que j'ai finalement. On est acteur du développement de cette entreprise, on est acteur de nos propres choix. C'est OK de faire une pause, c'est OK d'être motivé comme jamais, c'est OK de gagner 100K comme de gagner 3K. Voilà. Ça, c'est un autre mantra. C'est OK. J'aime ça. Oui, c'est OK. Et ça, je l'utilise souvent aussi. Oui. C'est OK. C'est bon, j'adore ça. C'est de l'acceptation de soi, de l'acceptation de ce qui est, c'est du lâcher-prise, j'adore ça. En tout cas, un grand merci Geneviève pour ce partage, d'avoir accepté cette interview. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Merci. J'ai vraiment aimé mon moment avec toi.